Tout le monde l'a abandonnée lorsqu'elle est tombée enceinte, mais elle a élevé un garçon qui l'a rendue fière pour toujours. Bon retour et profitez de l'histoire. L'air était chargé de tension lorsque le test de grossesse révéla 2 lignes roses. À tout juste 22 ans, elle le fixait avec incrédulité, les mains tremblantes. Nadia Vernet contemplait le petit objet en plastique comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Le temps semblait s'être figé dans son minuscule appartement parisien, tandis que les bruits de la ville continuaient leur symphonie indifférente derrière la fenêtre entr'ouverte. Elle était serveuse dans un petit bistrot du quartier de Belleville, avec des rêves d'études d'infirmière qui semblaient maintenant s'éloigner à vitesse grand V. À 22 ans, sa vie allait prendre un tournant qu'elle n'avait jamais envisagé. Une semaine plus tard, le visage de Quentin se décomposa lorsqu'elle lui annonça la nouvelle dans leur café habituel. Après 3 ans de relation, elle pensait connaître chaque expression de son visage, mais celle-ci, un mélange de peur et de détermination froide, lui était totalement étrangère. « Je ne peux pas faire ça, Nadia, je ne suis pas prêt à être père », murmura-t-il, évitant son regard. « J'ai des projets, des ambitions. Un enfant maintenant? C'est impossible. » Elle tendit la main vers lui, mais il se leva brusquement, laissant quelques euros sur la table pour son café à peine entamé. « Je suis désolé, » lança-t-il, avant de disparaître dans la foule parisienne. Le lendemain, un SMS laconique lui apprit qu'il avait accepté un stage à Lyon et qu'il ne reviendrait pas. Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, juste un « pardonne-moi » qui résonnait comme une insulte. La trahison était cuisante, mais le pire restait à venir. Le dimanche suivant, dans la maison familiale de banlieue parisienne, Nadia rassembla son courage pour annoncer sa grossesse à ses parents. La réaction fut immédiate et brutale. « Pas sous notre toit », déclara son père, patriarche d'une famille conservatrice respectée dans leur communauté. « Tu as 2 options, Nadia. Soit tu règles ce problème, soit tu quittes cette maison. »« Papa, c'est ton petit enfant, » plaida-t-elle, les larmes aux yeux. « C'est une honte, voilà ce que c'est, » répliqua sa mère, le visage durci par la déception. « Qu'allons-nous dire aux voisins, à la paroisse ?» Marianne, sa sœur cadette, observait la scène en silence, trop effrayée pour intervenir contre l'autorité parentale. Dans ses yeux, Nadia pouvait lire un mélange de pitié et de soulagement. Soulagement que ce ne soit pas elle au centre de cette tempête familiale. 3 jours plus tard, elle découvrit que toutes ses photos avaient été retirées des albums familiaux et des murs, comme si on effaçait méthodiquement son existence. La même semaine, son propriétaire, un ami proche de son père, lui remit un avis d'expulsion, prétextant des violations imaginaires du contrat de location. Un soir de pluie battante, Nadia se retrouva devant son ancien immeuble, une valise à la main et nulle part où aller. L'eau ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes. Posant une main sur son ventre encore plat, elle murmura une promesse à l'enfant qui grandissait en elle. « Nous sommes peut-être seuls maintenant, mais je te donnerai tout ce que je n'ai jamais eu. » Madame Roussel, la propriétaire du bistrot où travaillait Nadia, avait vécu une situation similaire 40 ans plus tôt. Malgré les murmures désapprobateurs de certains clients réguliers, elle offrit à la jeune femme un abri de fortune, le canapé usé dans la remise du bistrot. Pendant les 6 mois qui suivirent, ce fut son seul domicile. Chaque soir, après son service, Nadia suivait des cours en ligne, déterminée à poursuivre son éducation malgré les circonstances. Lorsque sa grossesse devint trop visible, Madame Roussel réduisit ses heures de travail à contre-cœur, craignant de perdre sa clientèle dans ce quartier au jugement facile. Avec un revenu réduit et des factures médicales qui s'accumulaient, Nadia commença à faire des ménages le week-end, supportant les commentaires humiliants d'employeurs qui la traitaient comme si sa situation était contagieuse. Malgré tout, elle économisait chaque centime supplémentaire dans un bocal étiqueté « Avenir ». Les journées s'allongeaient, épuisantes et monotones. Debout, dès 5 heures, pour aider à la préparation du bistrot,
Elle enchaînait avec son service jusqu'à 15 heures, puis ses ménages, avant de s'effondrer sur son canapé-lit vers minuit, les pieds gonflés et le dos douloureux. Les rares moments de paix venaient lorsqu'elle sentait son bébé bouger, comme pour lui rappeler pourquoi elle s'accrochait. Paris, habituellement si romantique aux yeux des touristes, était devenu pour elle une ville de portes fermées et de regards fuyants. Les anciennes amies espacèrent leurs messages, puis disparurent complètement de sa vie, comme si la maternité célibataire était une maladie qu'elle craignait d'attraper. Les rendez-vous médicaux étaient des moments particulièrement difficiles, où elle devait affronter seule les échographies et les préparations à l'accouchement, entourée de couples heureux et de familles supportives. Une tempête hivernale particulièrement violente balayait Paris lorsque Nadia sentit les premières contractions. Aucun taxi ne voulut s'arrêter pour cette jeune femme enceinte, seule sous la neige. Elle marcha 2 kilomètres jusqu'à l'hôpital, s'arrêtant à chaque contraction, s'agrippant aux lampadaires pour ne pas tomber sur les trottoirs glacés. Elle donna naissance seule, les premiers cris de son fils résonnant dans une chambre vide de célébration familiale. L'assistante sociale de l'hôpital, constatant sa situation, la mit en contact avec un programme de soutien aux femmes qui offrait un logement temporaire aux nouvelles mères. Un beau petit garçon de 3,2 kilos, annonça la sage-femme avec un sourire fatigué. « Comment allez-vous l'appeler » Regardant le petit visage fripé contre sa poitrine, Nadia murmura « Raphaël ». Ça signifie « Dieu guérit », parce que désormais, c'est lui qui guérira toutes mes blessures. Pendant la première année de la vie de Raphaël, ils vécurent dans un minuscule studio aux murs si fins qu'elle entendait chaque dispute des appartements voisins. Elle travaillait à 3 emplois à temps partiel, tandis que son fils restait dans une garderie subventionnée. Chaque soir, malgré une fatigue écrasante, elle trouvait encore l'énergie de lui lire des histoires, déterminée à ce que ses premiers mots viennent des livres plutôt que de la télévision. Les mois passaient dans un brouillard d'épuisement et de petites victoires. Le premier sourire de Raphaël, son premier rire, la première fois qu'il saisit son doigt avec sa minuscule main. Chaque moment était précieusement conservé dans un journal qu'elle tenait religieusement, son seul luxe dans cette vie de une privation. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Au 2e anniversaire de Raphaël, Nadia avait économisé suffisamment pour déménager à Lyon, où l'anonymat offrait une liberté loin des jugements. Elle trouva un emploi comme réceptionniste médicale, impressionnant son employeur par son efficacité et son inscription à des cours du soir pour devenir infirmière. La directrice du cabinet, elle-même mère célibataire, devint sa première véritable amie en des années, gardant occasionnellement Raphaël lors des urgences. Le cabinet médical était situé dans un quartier animé de Lyon, avec des appartements, abordables à distance de marche. Pour la première fois depuis longtemps, Nadia pouvait imaginer un semblant de stabilité. Leur nouvel appartement, bien que modeste, offrait une vraie chambre pour Raphaël et une petite cuisine où ils préparaient ensemble des repas simples mais nourrissants. « Maman, regarde !» s'exclamait souvent Raphaël, montrant un nouveau dessin ou une tour de cube particulièrement impressionnante. Son enthousiasme enfantin était comme un baume sur toutes les blessures que Nadia portait encore. Le docteur Moreau, médecin principal du cabinet, remarqua rapidement l'intelligence et la détermination de sa nouvelle réceptionniste. « Vous avez un don naturel avec les patients, lui dit-il un jour, après qu'elle eut calmé un enfant anxieux. Vous feriez une excellente infirmière. » Ces mots, si simples, furent comme une bouée de sauvetage pour Nadia. Quelqu'un croyait en elle, voyait au-delà de sa situation de mère célibataire. Cette reconnaissance professionnelle, si minime soit-elle, raviva la flamme de ses ambitions. Les cours du soir étaient un défi supplémentaire. 3 fois par semaine, après avoir couché Raphaël, elle confiait le moniteur bébé à sa
voisine, une retraitée bienveillante, et se précipitait à l'école d'infirmière. Assise au fond de la classe, elle absorbait chaque information, prenait des notes frénétiques, consciente que chaque minute passée loin de son fils devait en valoir la peine. Raphaël entrait à l'école maternelle lorsque Nadia reçut une nouvelle inattendue. Sa candidature pour une bourse d'études en soins infirmiers avait été acceptée. Cette opportunité signifiait aussi de nouveaux sacrifices, des heures d'études s'étendant dans la nuit après que Raphaël se soit endormi, survivre avec un minimum de sommeil pendant des années et budgétiser soigneusement chaque euro. « Maman, pourquoi tu dors pas la nuit ?» demanda Raphaël un matin, trouvant sa mère endormie sur ses livres à la table de la cuisine. « Parce que maman étudie pour devenir infirmière, » répondit-elle en étouffant un bâillement. « Comme ça, je pourrais mieux m'occuper des gens malades, et de toi aussi. Quand je serai grand, je veux aider les gens comme toi, » déclara-t-il avec la conviction absolue que seuls les enfants peuvent avoir. Ces moments de tendresse compensaient les difficultés quotidiennes, mais la route restait semée d'embûches. À l'école maternelle de Raphaël, Nadia sentait les regards des autres parents, curiosité malsaine, jugement silencieux, parfois pitié. Les invitations au goûter d'anniversaire n'arrivaient jamais pour son fils, et les discussions entre parents s'interrompaient souvent à son approche. Une après-midi, elle surprit une conversation entre deux mères dans la cour de l'école. « Tu sais, celle-là, la mère du petit Raphaël », chuchotait l'une. « Pas de père en vue. Elle l'a eu à quoi ? 22 ans. Et maintenant, elle joue les étudiantes modèles. »« Franchement, c'est fille-mère, » répondit l'autre avec un claquement de langue désapprobateur. « Quel exemple pour les enfants !» Nadia sentit son cœur se serrer, mais redressa les épaules. Ces mots, autrefois dévastateurs, commençaient à perdre de leur pouvoir. Elle avait survécu à pire. Au lieu de s'aigrir, elle canalisa cet isolement social en créant des expériences spéciales pour Raphaël. Visites hebdomadaires, la bibliothèque, expériences scientifiques faites maison, et lui apprendre à cuisiner des recettes familiales qui le connectaient à son héritage. Si les portes des autres familles restaient fermées, elles créeraient leur propre monde, riche d'apprentissage et d'amour. Une de ses plus grandes inquiétudes concernait l'absence de figure masculine dans la vie de son fils. Pour y remédier, elle l'inscrivit à un club de football local, où l'entraîneur, un homme patient et bienveillant, devint un mentor important pour le petit garçon. Chaque samedi, elle l'observait depuis les gradins, sentant un mélange de fierté et de mélancolie, en voyant son fils courir sur le terrain, apprenant des leçons qu'elle ne pouvait pas lui enseigner seule. Le temps que Raphaël atteigne sa 4e année d'école primaire, Nadia avait établi une routine qui, bien que harassante, fonctionnait. Son fils montrait une curiosité intellectuelle précoce et une gentillesse innée qui faisait fondre son cœur. Malgré les difficultés financières persistantes, ils avaient trouvé un équilibre, une façon de naviguer dans ce monde qui ne leur avait pas facilité la tâche. La charge de travail de ces études d'infirmière était écrasante. Anatomie, pharmacologie, soins cliniques, chaque matière exigeait une concentration totale qu'elle peinait à maintenir après des journées de travail et des soirées à s'occuper de Raphaël. Ses nuits se réduisaient souvent à 4 heures de sommeil, et les cernes sous ses yeux semblaient désormais permanents. Un soir, après avoir bordé Raphaël, elle s'effondra en larmes sur le canapé, se demandant si elle avait eu raison de poursuivre ce rêve d'études. Peut-être aurait-elle dû se contenter de son emploi de réceptionniste, plus stable et moins exigeant. « Nadia !» La voix de sa superviseure clinique la sortit de sa rêverie. « Tout va bien ?»« Oui, pardon ?» répondit-elle automatiquement, essuyant discrètement une larme. « Je réfléchissais juste à un cas. Tu sais, » dit la femme plus âgée en s'asseyant à côté d'elle, « j'ai élevé 2 enfants pendant mes études d'infirmière. C'était l'enfer. Mais aujourd'hui, ils sont plus fiers de moi que de n'importe qui d'autre. » Ce simple partage d'expérience fut comme une bouée de sauvetage jetée à une naufragée. Nadia n'était pas seule dans cette lutte. D'autres avaient parcouru ce chemin avant elle et avaient survécu. Au 4e anniversaire de Raphaël, un incident vint perturber leur fragile équilibre.
Un camarade de classe demanda au petit garçon où était son papa, avec cette curiosité innocente mais cruelle des enfants. Ce soir-là, pour la première fois, Raphaël posa la question que Nadia redoutait depuis sa naissance. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» Sa gorge se serra, mais elle s'était préparée à ce moment. S'asseyant sur le tapis à côté de lui, elle prit ses petites mains dans les siennes. « Tu as un papa, mon cœur. Il s'appelle Quentin. Mais parfois, les adultes ne sont pas prêts à être parents, même s'ils devraient l'être. Ton papa a décidé qu'il ne pouvait pas rester avec nous. C'est parce qu'il ne m'aimait pas ?» demanda Raphaël, les yeux brillants de larmes contenues. « Non, mon amour, » répondit-elle, le cœur brisé par cette question. « Il ne te connaissait pas encore, et c'est sa plus grande perte, parce que tu es le plus merveilleux des petits garçons. » Elle sortit alors une boîte qu'elle gardait précieusement. « Voici quelques photos de lui. Et là, c'est la seule lettre qu'il m'a envoyée quand il a appris que j'étais enceinte. » Raphaël examina les photos avec curiosité, cherchant des ressemblances avec ce visage inconnu. « Il ne reviendra jamais. »« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Nadia. « Mais ce que je sais, c'est que nous formons une famille, toi et moi. Une famille parfaite, même s'il n'y a que nous deux. » Ce moment d'intimité douloureuse créa un nouveau lien entre eux, une compréhension mutuelle qui transcendait leur rôle de mère et fils. Et si les questions sur son père revinrent occasionnellement, elles étaient désormais posées avec moins d'anxiété, plus comme des points de curiosité que des blessures ouvertes. Pendant ce temps, le parcours académique de Nadia prenait un tournant inattendu. Ses professeurs avaient remarqué non seulement sa détermination, mais aussi ses aptitudes naturelles en soins d'urgence. « Vous avez un sang-froid remarquable sous pression », lui dit l'un d'eux après une simulation particulièrement stressante. « Avez-vous envisagé une spécialisation en soins intensifs ?» Cette suggestion ouvrait une nouvelle porte, effrayante, mais excitante. Les infirmières spécialisées en soins intensifs étaient mieux rémunérées, avec des horaires certes exigeants, mais plus structurés. Pour Raphaël et elle, cela pourrait signifier une vraie stabilité financière, quelque chose qu'elle n'avait jamais connue. Est-ce qu'il y aura un jour où elle aurait enfin l'impression que ses sacrifices payaient? Ou est-ce que les jugements des autres cesseraient de la hanter? Où Raphaël pourrait grandir sans le poids de l'absence et des regards curieux? En sortant de la classe, Nadia vérifia son téléphone et découvrit 3 appels manqués de l'école de Raphaël. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Ce n'était jamais bon signe. Raphaël s'était battu avec un camarade qui avait fait une remarque désobligeante sur l'absence de son père. Assis dans le bureau de la directrice, son petit visage était un mélange de colère et de honte. « Je comprends que la situation familiale de Raphaël soit particulière, » dit la directrice avec un choix de mots qui fit bouillir le sang de Nadia, « mais nous ne pouvons tolérer la violence. »« Mon fils n'est pas particulier, » répondit Nadia, surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Il est aimé, et j'apprécierais que votre école s'assure que tous les enfants respectent les différentes structures familiales. » Sur le chemin du retour, elle serra la main de son fils un peu plus fort que d'habitude. « Tu sais que la violence n'est pas la solution, n'est-ce pas ?»« Oui, » murmura-t-il. « Mais il a dit que tu étais une... J'ai entendu des mots blessants toute ma vie, Raphaël, » dit-elle doucement. « La seule façon de les combattre, c'est de prouver qu'ils ont tort. Pas avec nos poings, mais avec nos actions, notre réussite. » « Comme tes études d'infirmière ?»« Exactement, » sourit-elle. « Montre-leur qui tu es, pas qui ils pensent que tu devrais être. » Cette leçon improvisée sur le trottoir d'une rue de Lyon était peut-être la plus importante qu'elle lui ait jamais donnée. Et soudain, Nadia réalisa qu'au milieu de toutes ses préoccupations pour l'avenir de Raphaël, elle était en train de forger un homme avec une force de caractère exceptionnelle. Les années de primaire de Raphaël s'écoulèrent avec leur lot de défis, mais aussi de joies simples. Son intelligence vive lui valait l'admiration de ses professeurs, compensant quelque peu son isolation sociale. Nadia, quant à elle,
s'approchait enfin de la fin de ses études d'infirmière, voyant la ligne d'arrivée d'un marathon qui avait duré des années. Cependant, une nouvelle inattendue vint bouleverser leurs plans. L'immeuble où ils vivaient allait être vendu et rénové, entraînant une hausse de loyer bien au-delà de leurs moyens. Une fois de plus, ils devraient déménager, chercher un nouveau refuge. « On va où maintenant » demanda Raphaël, aidant à emballer leurs modestes possessions dans des cartons récupérés. Nadia hésita. La question n'était pas simple. Les loyers à Lyon avaient explosé, et trouver un appartement abordable proche de son travail et de l'école de Raphaël semblait impossible. « Je ne sais pas encore, » admit-elle, « mais on trouvera. On trouve toujours. » Cette nuit-là, après avoir bordé son fils, elle se connecta à son cours en ligne, essayant de se concentrer malgré le poids de l'incertitude. Un message privé apparut soudain sur son écran, de la part de sa superviseure clinique. « J'ai entendu parler de votre situation. L'hôpital de Villeurbanne recherche une infirmière stagiaire en soins intensifs avec possibilité de logement dans la résidence du personnel. Intéressé ? Villeurbanne, en banlieue de Lyon. Ce n'était pas idéal, mais à distance raisonnable. Et un logement de fonction résoudrait leur problème le plus urgent. Avec des doigts tremblants d'émotion, elle tapa sa réponse, infiniment reconnaissante pour cette opportunité. « J'accepte. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Déménagement vers un appartement de fonction modeste, mais propre, inscription de Raphaël dans sa nouvelle école, et pour Nadia l'entrée dans le monde exigeant des soins intensifs. Les heures étaient longues, les responsabilités écrasantes, mais chaque jour renforçait sa conviction qu'elle avait fait le bon choix. Le service de soins intensifs était comme un autre monde, avec son propre langage, ses propres règles. Les patients y arrivaient dans des états critiques, suspendus entre la vie et la mort. Chaque geste comptait, chaque décision pouvait faire la différence. Pour la première fois de sa vie, Nadia se sentait exactement là où elle devait être, utilisant non seulement ses compétences techniques, mais aussi cette force intérieure, forgée par des années de lutte. « Vous avez un don avec les familles », lui dit un jour le chef de service après qu'elle eut passé 1 heure à expliquer patiemment la situation à la famille d'un patient en état critique. « Vous savez trouver les mots justes, même dans les moments les plus difficiles. » Ces éloges professionnels, si rares dans sa vie, nourrissaient une confiance en elle qui avait été systématiquement érodée depuis l'annonce de sa grossesse. Peut-être que le monde n'était pas entièrement contre elle après tout. À la nouvelle école de Raphaël, les choses étaient plus compliquées. Être le nouveau est toujours difficile, mais être le nouveau sans père, avec une mère, qui travaille des horaires étranges, c'était une double peine. Les invitations aux anniversaires restaient rares, et Raphaël passait souvent ses récréations seul, un livre à la main. Un soir, en rangeant son sac de cours, il laissa échapper une question qui brisa le cœur de Nadia. « Maman, est-ce qu'on sera toujours différent ?»« Différent ne veut pas dire moins bien, » répondit-elle, s'asseyant à côté de lui sur son lit. « Regarde-moi. J'ai eu un bébé très jeune, sans être mariée, j'ai été rejetée par ma famille. Mais aujourd'hui, je suis en passe de devenir infirmière spécialisée. La différence nous rend plus forts, même si parfois elle fait mal. » Le regard que lui lança son fils, mélange d'admiration et de compréhension naissante, valait toutes les nuits blanches, toutes les humiliations subies. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux, les gens ordinaires sont ennuyeux, tu ne trouves pas ? Son rire enfantin fut comme un baume sur toutes ses blessures. La fin de sa formation d'infirmière approchait, coïncidant avec le 10e anniversaire de Raphaël. Pour la modeste célébration qu'elle pouvait se permettre, sa superviseure clinique l'a surpris avec une offre d'emploi à l'hôpital universitaire de Lyon, reconnaissant ses performances exceptionnelles durant sa formation. Ce poste venait avec un salaire significativement plus élevé et des avantages qui apporteraient enfin une stabilité. « Tu vas être une vraie infirmière maintenant ?»
demanda Raphaël, les yeux écarquillés devant le gâteau où 10 bougies attendaient d'être soufflées. Une vraie infirmière diplômée, confirma-t-elle avec fierté, avec un vrai salaire. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra avoir un chien? Son visage s'illumina d'espoir. Nadia éclata de rire. Peut-être pas tout de suite, mais un jour pourquoi pas. Ce 10e anniversaire marquait un tournant, une décennie de lutte, de sacrifices, mais aussi d'amour inconditionnel et de petites victoires. Raphaël n'était plus un bébé vulnérable, mais un garçon intelligent et sensible, avec une compréhension du monde bien au-delà de son âge. « Fais un vœu », dit-elle alors qu'il se préparait à souffler ses bougies. Il ferma les yeux, et concentré, puis souffla toutes les flammes d'un seul coup. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda l'une des rares amies que Nadia avait réussi à se faire parmi ses collègues. « Si je le dis, ça ne se réalisera pas, » répondit-il sagement. Mais son regard vers sa mère disait tout. Son vœu était pour elle, pour qu'elle trouve enfin le bonheur qu'elle méritait. Juste au moment où la vie semblait enfin trouver un rythme, Raphaël développa une condition respiratoire sérieuse, nécessitant des soins spécialisés et des médicaments coûteux. L'assurance ne couvrait qu'une partie, forçant Nadia à prendre un second emploi d'infirmière les week-ends. Au moins, se disait-elle avec une ironie amère, je comprends exactement ce que les médecins disent à propos de son état. Les crises d'asthme de Raphaël survenaient souvent la nuit, transformant leur sommeil en une série d'alertes anxieuses. Nadia développa une hypervigilance, réveillée par le moindre changement dans la respiration de son fils. Cette nouvelle épreuve aurait pu les briser, mais au lieu de cela, elle raffermit leur complicité. « Désolé de te donner tant de travail », murmura Raphaël une nuit, après une crise particulièrement effrayante qui les avait conduits aux urgences. « Tu n'es pas un travail », répondit-elle fermement, caressant ses cheveux humides de sueur. « Tu es le centre de mon univers, et rien, absolument rien ne changera ça. » C'est durant cette période difficile que Nadia découvrit que les compétences administratives médicales qu'elle avait développées dans son ancien poste de réceptionniste la qualifiaient pour un rôle de gestion hospitalière avec de meilleurs horaires et un salaire augmenté. Le poste de coordinatrice des soins intensifs s'était ouvert et son expérience double, administrative et clinique, faisait d'elle une candidate idéale. « C'est une opportunité rare », lui dit le directeur des ressources humaines lors de l'entretien. « Nous cherchons quelqu'un qui comprenne aussi bien la paperasse que les patients. J'ai passé ma vie à jongler entre des mondes différents, » répondit Nadia avec un sourire fatigué mais déterminé. C'est peut-être enfin un avantage. Dans sa nouvelle position, elle put enfin équilibrer ses responsabilités professionnelles et son rôle de mère. Les horaires plus prévisibles lui permettaient d'être présente pour les devoirs de Raphaël et ses activités périscolaires. Pour la première fois depuis sa naissance, elle pouvait respirer, sans cette anxiété constante qui avait été sa compagne pendant tant d'années. Pendant les premières années d'adolescence de Raphaël, ils déménagèrent dans une modeste maison dans un quartier avec un excellent établissement scolaire. Bien que l'hypothèque étirât ses finances, à l'extrême, elle priorisait son éducation par-dessus tout. Son excellence académique et ses qualités naturelles de leader commençaient à attirer l'attention, menant à sa sélection pour un programme scientifique compétitif. « Je ne comprends pas comment tu peux être si bon en sciences, » plaisanta-t-elle. Un soir, regardant avec perplexité les devoirs de physique de son fils. « Certainement pas de moi. »« Mais si !» répondit-il sérieusement. « Tu m'as appris à observer, à être précis, à ne pas abandonner quand c'est difficile. C'est ça, la science. » Ces petits moments de reconnaissance, où Raphaël voyait en elle bien plus qu'une mère épuisée luttant pour joindre les deux bouts, étaient ses plus grandes récompenses. Leur nouvelle maison, bien que modeste, représentait un tournant majeur. C'était la première fois qu'ils possédaient quelque chose, qu'ils avaient des racines tangibles. Chaque paiement mensuel, bien que douloureux pour son budget, était un investissement dans leur avenir et leur stabilité. Le quartier était tranquille, peuplé principalement de familles de classe moyenne et de couples plus âgés.
Contrairement à leurs expériences précédentes, les voisins étaient accueillants sans être intrusifs. Personne ne semblait se soucier qu'elle soit une mère célibataire, ou s'ils s'en souciaient, ils avaient la politesse de ne pas le mentionner. C'est à cette époque que ses parents la contactèrent de façon inattendue après 12 ans de silence. Leur tentative de réconciliation venait avec des conditions et sans véritable reconnaissance de leur abandon. Après mûre réflexion, elle établit un contact limité, protégeant à la fois elle-même et son fils d'influences potentiellement toxiques tout en lui permettant de connaître ses grands-parents selon ses propres termes. La première rencontre fut tendue, dans un café neutre à mi-chemin entre leurs domiciles. Ses parents, maintenant dans leur soixantaine, semblaient avoir vieilli plus que les années ne l'expliquaient. « Tu as l'air bien », dit sa mère, visiblement mal à l'aise. « Et Raphaël aussi. »« Il est plus que bien », répondit Nadia, incapable de cacher complètement l'amertume dans sa voix. « C'est un adolescent brillant, gentil et équilibré, malgré tout. » Son père tout sauta, les yeux baissés sur son café. « Nous avons fait ce que nous pensions être juste à l'époque. »« Non, » corrigea doucement Nadia. « Vous avez fait ce qui était facile, ce qui protégeait votre réputation, pas ce qui était juste. Nous voudrions une chance de le connaître. » Intervint sa mère, les larmes aux yeux. « Il est notre petit-fils, après tout. »« C'est à lui de décider, » répondit fermement Nadia. « Je ne l'obligerai pas, et je ne lui interdirai pas non plus. Mais sachez une chose. Si vous lui faites du mal, si vous lui faites sentir ne serait-ce qu'une seconde qu'il est moins qu'extraordinaire, ce sera la dernière fois que vous le verrez. » Cette confrontation, bien que douloureuse, fut libératrice. Pour la première fois depuis son expulsion du foyer familial, Nadia parla d'égal à égal avec ses parents, non plus comme une fille désespérée cherchant leur approbation, mais comme une femme accomplie défendant son enfant. Raphaël choisit de rencontrer ses grands-parents par curiosité autant que par générosité d'esprit. Ses premières visites furent maladroites, mais progressivement, une relation prudente commença à se former. Jamais aussi proche qu'elle aurait pu l'être dans des circonstances normales, mais significatives néanmoins. « Ils sont différents de ce que j'imaginais », confia Raphaël après sa 3e visite. « Plus triste. » « Les choix ont des conséquences, » répondit simplement Nadia, « même pour les adultes. » Cette reconnexion familiale, aussi imparfaite soit-elle, apporta une certaine clôture à une blessure qui avait mis des années à cicatriser. Nadia ne pardonnait pas vraiment, mais elle commençait à comprendre que rester ancrée dans cette colère ne servait personne, surtout pas elle-même. Sa sœur Marianne reprit également contact, d'abord timidement par message, puis par des appels téléphoniques occasionnels. « J'aurais dû dire quelque chose », admit-elle lors d'une rare conversation honnête. « J'étais lâche. »« Tu étais jeune, » répondit Nadia, surprenant elle-même par sa capacité à l'absoudre, « et terrifiée, comme moi. » À mesure que Raphaël entrait au lycée, il révéla un talent exceptionnel pour les sciences médicales, un chemin influencé par son observation de la dévotion de sa mère aux soins de santé. Quand il exprima son intérêt à devenir médecin, elle s'inquiéta des coûts, mais refusa de décourager ses rêves comme les siens avaient été autrefois rejetés. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, connaissant trop bien les sacrifices qu'impliquaient de longues études. « C'est un chemin difficile. »« Plus difficile que ce que tu as fait », répliqua-t-il avec un sourire en coin. « Au moins, moi, j'aurai une mère qui me soutient. » Ces mots simples, prononcés sans dramaturgie, la touchèrent profondément. Son fils reconnaissait ses sacrifices non pas comme un fardeau qu'elle lui avait imposé, mais comme un exemple de persévérance qu'il admirait. Les années de lycée de Raphaël furent marquées par un succès académique continu et un développement social progressif. Sa passion pour les sciences et sa gentillesse naturelle lui valurent finalement l'acceptation de ses pairs, même si une certaine réserve demeurait dans sa personnalité, vestige d'années d'isolation. Un jour, en rentrant d'une longue journée de travail, Nadia trouva son fils assis à la table de la cuisine, entouré de brochures universitaires et de formulaires de demande de bourse. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça maintenant, »
dit-elle, posant son sac lourdement. « Tu as encore du temps. » « J'ai fait des recherches, » répondit-il, ignorant sa suggestion. « Il y a des bourses pour les étudiants à fort potentiel issus de familles monoparentales. Je vais postuler à toutes. » Sa détermination tranquille, si semblable à la sienne, fit monter les larmes aux yeux de Nadia. À quel moment son petit garçon vulnérable était-il devenu cet adolescent résolu, planifiant méticuleusement son avenir? Plus tard, cette nuit-là, après s'être assuré qu'il dormait, elle se permit de pleurer silencieusement. Non pas de tristesse, mais de fierté écrasante et de soulagement. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, tous les obstacles et les jugements, Raphaël grandissait en un jeune homme dont tout parent serait fier. As-tu déjà vécu ou connais-tu quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Partage ton expérience dans les commentaires. À mesure que Raphaël approchait de sa dernière année de lycée, sa passion pour la médecine s'affirmait de plus en plus. Ses professeurs, reconnaissant son potentiel, l'encourageaient à viser les meilleures universités, malgré leurs frais de scolarité prohibitifs. Nadia, pendant ce temps, avait continué à gravir les échelons professionnels. Son poste de coordinatrice des soins intensifs lui avait donné une visibilité auprès de l'administration hospitalière, et ses suggestions pour améliorer l'efficacité des services avaient été remarquées. Pour la première fois de sa carrière, elle se sentait véritablement valorisée pour son intelligence et ses compétences, pas juste tolérée malgré sa situation personnelle. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans leur petit jardin, Raphaël rentra du lycée avec une expression indéchiffrable. « Tout va bien ?» demanda Nadia, inquiète par son silence inhabituel. « Le conseiller d'orientation m'a parlé aujourd'hui, » dit-il lentement. « Il dit que je devrais postuler pour le programme de médecine à l'Université de Paris. Qu'avec mes notes, j'ai une vraie chance. » « Paris !» murmura Nadia, son cœur se serrant à l'idée de voir son fils partir si loin, tout en reconnaissant l'opportunité extraordinaire que cela représentait. « C'est ridicule, bien sûr. » Continua rapidement. « Raphaël, les frais de scolarité, le logement, on ne pourrait jamais se le permettre. » Nadia s'assit face à lui, prenant ses mains dans les siennes comme elle l'avait fait tant de fois au fil des ans. « Écoute-moi bien, Raphaël. Si c'est ce que tu veux, on trouvera un moyen. Il y a des bourses, des prêts. Je ne veux pas te laisser seul, l'interrompit-il, révélant sa véritable préoccupation. Après tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas juste partir. Oh, mon chéri, sourit-elle tristement. C'est exactement ce que tu dois faire. C'est pour ça que j'ai tout fait, pour que tu puisses voler de tes propres ailes, plus haut que je n'ai jamais pu. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle phase dans leur relation. Raphaël commençait à comprendre que l'amour, le plus profond, n'était pas celui qui s'accrochait, mais celui qui permettait à l'autre de s'épanouir, même si cela signifiait se séparer. Les mois suivants furent consacrés aux demandes d'admission, aux formulaires de bourse et aux anxieuses périodes d'attente qui suivaient. Chaque jour, Raphaël vérifiait frénétiquement la boîte aux lettres et sa boîte mail, attendant des nouvelles qui détermineraient son avenir. Un mardi ordinaire de printemps, alors que Nadia rentrait épuisée d'une longue journée de travail, elle trouva son fils figé devant l'ordinateur familial. « Raphaël, j'ai reçu un email, » dit-il d'une voix à peine audible. « De Paris. » Le temps sembla s'arrêter alors qu'il ouvrait le message, leur respiration suspendue dans l'attente. « Cher monsieur Vernet, » lut-il lentement, « nous sommes heureux de vous informer que votre candidature au programme de médecine de l'Université de Paris a été acceptée avec une bourse d'excellence au mérite couvrant l'intégralité des frais de scolarité. » Sa voix se brisa, incapable de continuer. Nadia, les larmes coulant librement sur son visage, l'enlaça si fort qu'elle craignait presque de lui faire mal. « Tu l'as fait !» murmura-t-elle contre ses cheveux. « Tu l'as vraiment fait !»« Non, » corrigea-t-il, sa voix étouffée contre son épaule. « Nous l'avons fait !» Cette acceptation était plus qu'une simple entrée à l'université. C'était la validation de sacrifice et d'amour inconditionnel.
que leur chemin difficile avait mené quelque part de significatif. Mais comme toujours dans leur vie, cette victoire s'accompagnait de nouveaux défis. Où Raphaël vivrait-il à Paris? Comment paierait-il pour ses livres, son logement, ses dépenses quotidiennes? La bourse couvrait les frais de scolarité, mais la vie dans la capitale restait exorbitante. Je peux travailler à temps partiel, suggéra Raphaël, déjà en train de calculer mentalement un budget. Beaucoup d'étudiants le font. Absolument pas, répondit fermement Nadia. Tes études médicales seront suffisamment exigeantes sans y ajouter un emploi. J'augmenterai mes heures à l'hôpital, et il y a cette promotion au département de formation que je pourrais demander. Maman, tu travailles déjà trop, protesta-t-il, frustré par son abnégation constante. Et tu penses que je vais m'arrêter? Maintenant, juste au moment où nous voyons enfin la lumière. Elle sourit, serrant son bras avec affection. C'est juste pour quelques années de plus. Et puis, une fois que tu seras un médecin célèbre, tu pourras me prendre comme infirmière. Privée avec un salaire exorbitant? Son rire brisa la tension, et ils passèrent la soirée à rêver de ce futur, qui pour la première fois semblait véritablement à portée de main. Les mois précédant son départ s'écoulèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'émotions contradictoires. La fierté et l'excitation se mêlaient à l'anxiété et à la mélancolie anticipée de leur séparation imminente. Nadia se surprit à mémoriser les petits détails de leur vie quotidienne. Le son des pas de Raphaël dans l'escalier, ses habitudes matinales, même la façon dont il laissait toujours un peu de lait dans le bol de céréales. Pendant sa dernière année de lycée, un incident inattendu vint valoriser tout le chemin parcouru. Lors d'une cérémonie de remise des prix académiques, Raphaël fut appelé sur scène pour recevoir le prix d'excellence en sciences. À la surprise générale, il demanda si sa mère pouvait le rejoindre. Face à une salle comble de parents, d'enseignants et d'élèves, Raphaël prit le micro avec une assurance tranquille qui impressionna même Nadia. « Ce prix n'est pas vraiment le mien », commença-t-il, sa voix claire résonnant dans l'auditorium soudain silencieux. « Il appartient à la femme qui m'a appris que les obstacles ne sont pas des murs, mais des marches, qui m'a montré que la dignité ne vient pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous savez de vous-même. » Se tournant vers Nadia, dont les joues s'étaient empourprées d'embarras et d'émotion, il continua. « Ma mère m'a élevé seule, contre vents et marées, souvent jugée, rarement aidée. Elle a sacrifié ses nuits pour étudier après avoir travaillé toute la journée. Elle m'a montré que l'échec n'est pas une option quand on aime vraiment. » Un murmure parcourut l'assistance. Beaucoup connaissaient leur histoire, mais peu avaient jamais entendu Raphaël en parler aussi ouvertement. « Alors ce soir, je veux que tout le monde sache que si je vais étudier la médecine à Paris l'année prochaine, ce n'est pas malgré mon histoire familiale, mais grâce à elle, parce que ma mère m'a donné la plus grande leçon de toutes. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent une personne, mais le courage avec lequel elle les affronte. » L'auditorium entier se leva dans une ovation spontanée, non pas seulement pour le brillant étudiant sur scène, mais pour la femme discrète à ses côtés, qui avait toujours pensé être invisible aux yeux du monde. Ce moment de reconnaissance publique fut suivi par quelque chose d'encore plus inattendu. Le principal du lycée, visiblement ému, annonça la création d'une bourse annuelle pour les élèves méritants issus de familles monoparentales, qu'il nomma Bourse Nadia Vernet en son honneur. Que se passerait-il ensuite? Comment Raphaël s'adapterait-il à sa nouvelle vie parisienne, loin du cocon protecteur que sa mère avait créé pour lui? Les défis seraient-ils trop grands? Les tentations trop fortes? La préparation pour son départ à l'université révéla des émotions complexes que Nadia n'avait pas anticipées. Pendant si longtemps, chaque décision de sa vie avait été centrée autour des besoins de Raphaël. Maintenant, confrontée à la perspective d'une maison vide, elle commençait à se demander « Qui suis-je au-delà d'être sa mère ?» Le jour du départ arriva avec une cruelle rapidité. La petite voiture chargée à craquer, le trajet vers Paris ponctué de conversations nerveuses et de silences chargés d'émotions. La résidence universitaire, austère mais propre, grouillait. D'autres étudiants et de parents aux expressions similaires. Un mélange de fierté et d'appréhension. « Tu as tout ce qu'il te faut ?»
demanda Nadia pour la 10e fois, réarrangeant inutilement les livres sur le bureau étroit. « Maman, dit doucement Raphaël, prenant ses mains pour arrêter leur mouvement nerveux. J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Le moment des adieux fut à la fois plus difficile et plus doux qu'elle ne l'avait imaginé. Leur étreinte semblait contenir toutes les années passées, les nuits blanches, les sacrifices, les petites victoires et les grandes peurs. « Je t'appelle ce soir, » promit-il, sa voix légèrement tremblante, trahissant sa propre anxiété. « Pas si tu trouves quelque chose de plus intéressant à faire, » répondit-elle avec un sourire forcé. « C'est ta vie maintenant, Raphaël. Vis-la pleinement. » Sur le chemin du retour, la voiture maintenant étrangement spacieuse, Nadia sentit un mélange de vide et de possibilités. Pour la première fois en presque 2 décennies, elle était véritablement seule. C'était terrifiant et, d'une certaine façon, étrangement libérateur. En arrivant chez eux, chez elle, maintenant, elle remarqua une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, elle trouva une lettre manuscrite de Raphaël. « Maman, commençait-il, quand tu liras ceci, je serai déjà installé dans ma nouvelle vie. Je voulais te dire quelque chose que je n'arrive jamais à exprimer correctement en face. Tout ce que je suis a commencé avec ton courage. Tu m'as appris que la famille n'est pas celle qui partage ton sang, mais celle qui partage ton cœur. Merci de m'avoir montré que les obstacles que nous rencontrons ne nous définissent pas. C'est la façon dont nous les surmontons qui le fait. » Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant, mais pour la première fois depuis longtemps, elles n'étaient pas amères. Certains pourraient voir notre histoire comme une tragédie, une jeune femme abandonnée, forcée d'élever seule son enfant. Mais je la vois comme l'histoire d'amour la plus pure qui soit. L'amour qui ne demande rien en retour, qui donne sans compter, qui croit quand personne d'autre ne croit. C'est l'héritage que je porte maintenant, et je promets de le faire avec honneur. Pas PS. J'ai laissé un cadeau dans le tiroir de ton bureau. Ouvre-le seulement quand tu te sentiras vraiment seul. Intriguée, Nadia se dirigea vers son petit bureau et ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait un album photo soigneusement assemblé avec sur la couverture les mots « Notre voyage » écrits de la main de Raphaël. En le feuilletant, elle découvrit leur vie entière documentée, des photos qu'elle n'avait même pas réalisé qu'il avait prises, des moments qu'elle croyait oubliés, des souvenirs de leur lutte et de leur triomphe. Et à la dernière, une page, une simple note. À suivre, où, ce soir-là, assise seule dans leur maison silencieuse, Nadia ne ressentit pas la solitude qu'elle avait redoutée. Au lieu de cela, elle sentit une étrange paix s'installer en elle, la paix de savoir qu'elle avait accompli l'impossible. Contre tous les pronostics, malgré tous les obstacles, elle avait non seulement survécu, mais elle avait élevé un jeune homme extraordinaire qui, maintenant, prenait son envol vers un avenir plein de promesses. Le téléphone sonna, affichant le numéro de Raphaël. « Comment c'est, Paris ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix légère. « C'est grand, c'est bruyant, c'est intimidant, » admit-il. « Mais tu sais quoi? Je n'ai pas peur. Tu m'as appris à ne pas avoir peur. » Lorsqu'elle raccrocha 1 heure plus tard, Nadia sortit dans leur petit jardin. Les étoiles brillaient dans le ciel clair, indifférentes aux drames humains qui se déroulaient sous leur éclat éternel. Pourtant, pour la première fois, elle ne se sentait pas insignifiante sous leur immensité, mais connectée à quelque chose de plus grand. Sa vie avait été définie par ce unique choix courageux fait il y a presque 2 décennies, choisir son enfant à naître contre toute logique, contre toute pression sociale, contre même sa propre famille. Un choix qui avait mené à tant de souffrances, mais aussi à une joie si pure qu'elle semblait presque transcender l'expérience humaine ordinaire. Qu'est-ce qui l'attendait maintenant? Peut-être était-il temps de répondre à cette question qu'elle avait repoussée pendant si longtemps. Qui était Nadia Vernet, au-delà de la mère de Raphaël? Quelques mois après le départ de Raphaël, sa superviseure lui proposa un nouveau défi, développer un programme de mentorat pour les jeunes infirmières, particulièrement celles faisant face à des circonstances personnelles difficiles. « Personne ne comprend mieux qu'elle le besoin d'équilibre et de soutien, dit-elle. Vous avez vécu cette lutte,
vous pouvez être le guide qu'elle nécessite. Cette opportunité ouvrit une nouvelle dimension dans sa carrière. Non, plus seulement soigner les malades, mais aussi nourrir la prochaine génération de soignants. Pour la première fois, Nadia commençait à voir comment son expérience personnelle pouvait être transformée en sagesse à partager, comment sa lutte pouvait éclairer le chemin des autres. Lors de la première session du programme, face à un groupe de jeunes femmes au regard à la fois déterminé et anxieux, Nadia commença simplement. « Je m'appelle Nadia Vernet. Il y a 20 ans, j'étais serveuse dans un bistrot, enceinte et seule. Aujourd'hui, mon fils étudie la médecine à Paris et je suis ici pour vous dire une chose. Votre histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. » Les visages qui la regardaient s'illuminèrent d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. Le même sentiment qu'elle aurait eu si quelqu'un lui avait raconté son propre avenir 2 décennies plus tôt. Un jour, alors qu'elle rentrait d'une longue journée de travail, Nadia remarqua une voiture inconnue garée devant sa maison. Un homme d'une 40aine d'années attendait, visiblement nerveux. « Nadia ?» demanda-t-il hésitant. « Nadia Vernet ?» Elle s'arrêta méfiante. « Oui ? Je suis Quentin Martin. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Ce nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années, sauf pour répondre aux questions occasionnelles de Raphaël. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, sa voix soudain tendue. « J'ai vu l'article dans le journal, » expliqua-t-il, faisant référence à un récent portrait de Raphaël publié suite à son obtention d'un prix prestigieux à l'université. « Notre fils, il est remarquable. »« Mon fils, » corrigea-t-elle automatiquement. « Tu as perdu le droit de dire notre il y a très longtemps. »« Je sais, » admit-il, baissant les yeux. « Je ne suis pas venu demander une place dans sa vie. Je voulais juste te remercier pour avoir été ce que je n'ai pas pu être, pour lui avoir donné ce que je n'ai pas pu donner. » Nadia le regarda, vraiment le regarda, pour la première fois. L'homme séduisant et charismatique qu'elle avait aimé à 20 ans était maintenant un homme d'âge moyen aux traits marqués par la vie. Dans ses yeux, elle voyait non pas l'arrogance de la jeunesse, mais le regret tranquille de la maturité. « Il demande parfois de tes nouvelles, » dit-elle finalement, surprenant elle-même par cette offre de paix. « Si tu veux lui écrire, je lui transmettrai ta lettre. C'est à lui de décider s'il veut te connaître. » « C'est plus que je ne mérite, » répondit-il, la gratitude évidente dans sa voix. En le regardant partir, Nadia réalisa que la colère qu'elle avait portée pendant tant d'années s'était progressivement transformée en quelque chose d'autre, non pas en pardon, peut-être, mais en une forme d'acceptation. Le passé ne pouvait être changé, mais il n'avait plus le pouvoir de la blesser. Les années passèrent, marquées par les visites occasionnelles de Raphaël pendant les vacances universitaires, les appels vidéo hebdomadaires et une nouvelle routine pour Nadia, une vie qui, si elle était plus calme, n'en était pas moins riche de sens et d'accomplissement. Elle commença à s'autoriser de petits plaisirs longtemps reportés. Un cours de peinture le samedi, des randonnées avec un groupe de collègues, même quelques rendez-vous prudents avec un médecin veuf qui travaillait à l'hôpital. Pour la première fois depuis l'adolescence, elle explorait qui elle était en tant que femme, pas seulement en tant que mère ou professionnelle. Lors de la dernière année d'études médicales de Raphaël, elle reçut un appel enthousiaste de son fils. « Maman, j'ai été sélectionnée pour présenter ma recherche au Congrès national. C'est à Lyon, tu pourras venir. » Le jour de la présentation, Nadia s'assit au premier rang, le cœur gonflé de fierté en voyant ce jeune homme confiant exposer ses découvertes sur un nouveau protocole de traitement pour l'asthme infantile, une condition qu'il connaissait trop bien. « Mon intérêt pour ce sujet vient d'une expérience personnelle, » expliqua-t-il à l'audience de professionnels médicaux. « Enfant, j'ai souffert d'asthme sévère. Ma mère, infirmière en soins intensifs, a non seulement géré ma condition avec des ressources limitées, mais m'a aussi transmis sa passion pour les soins de... » Après la présentation, qui fut accueillie par des applaudissements enthousiastes, un administrateur hospitalier s'approcha de Nadia. « Madame Vernet,
Je suis stupéfait par le parcours de votre fils. Et le vôtre, si je puis me permettre. Nadia reconnut avec surprise l'homme qui, des années plus tôt, lui avait refusé une promotion en raison de son statut de mère célibataire. Nous développons un nouveau département de soins intégrés, continua-t-il. Après avoir vu ce que vous avez accompli, je pense que vous seriez parfaite pour le diriger. Le poste de directrice des services infirmiers, une position que vous pensiez peut-être impossible à atteindre autrefois. Au fond de l'auditorium, Raphaël observait cette scène avec un sourire, témoin silencieux d'une forme de justice poétique qu'il n'aurait jamais pu orchestrer lui-même. Le jour où elle aida Raphaël à emménager dans son premier appartement, après l'obtention de son diplôme de médecine, Nadia trouva une lettre manuscrite sous l'essuie-glace de sa voiture. À l'intérieur, son fils avait écrit « Tout ce que je suis a commencé avec ton courage. Tu m'as appris que la famille n'est pas celle qui partage ton sang, mais celle qui partage ton cœur. Merci de m'avoir montré que les obstacles que nous rencontrons ne nous définissent pas. C'est la façon dont nous les surmontons qui le fait. » Alors qu'elle s'éloignait du campus, Nadia réfléchit au chemin parcouru depuis cette nuit pluvieuse avec une seule valise jusqu'à ce moment de triomphe. Chaque pas sur le trottoir inégal semblait résonner de souvenirs, l'angoisse de la solitude, la fierté éclatante dans les yeux de Raphaël et la force qu'elle avait trouvée dans l'adversité. En rentrant chez elle, elle fut accueillie par un silence habité. Les murs de leur ancienne maison bruissaient encore des échos de rires d'enfance, de nuits blanches et de promesses chuchotées. Dans le couloir, l'album photo qu'il lui avait offert reposait sur la console, comme un témoignage muet de leur voyage commun. Elle l'ouvrit lentement, photo sépia de son ventre arrondi, cliché flou du premier regard de Raphaël, image timide de ses premiers pas, sourire timide à la sortie de la maternité. Chaque vignette était un fragment précieux d'une histoire bâtie contre toute attente. Ce soir-là, assise dans le petit salon qu'elle avait conservé, intacte, Nadia relut pour la énième fois la lettre de Raphaël. « Tout ce que je suis a commencé avec ton courage. Tu m'as appris que la famille n'est pas celle qui partage ton sang, mais celle qui partage ton cœur. » Elle laissa couler une larme, non de tristesse, mais de gratitude profonde. Derrière cette lettre se trouvait la preuve irréfutable qu'elle n'avait pas failli. Son fils, devenu médecin, portait en lui l'empreinte de son amour inconditionnel. Les jours suivants furent emplis d'une douce quiétude. Pour la première fois depuis des années, elle n'effectua pas un seul surcroît d'heures, n'étudia pas tard dans la nuit et ne calcula pas chaque euro dépensé. Elle se surprit même à offrir un déjeuner à sa voisine retraitée, fidèle alliée de ses soirées d'études, et à poser son regard sur les draps nets de son lit sans ressentir la moindre angoisse. Puis vint l'invitation officielle du Congrès national où Raphaël devait présenter sa recherche. Lyon bruissait d'anticipation, le cœur de la ville semblait pulser au rythme de ses succès académiques. Nadia y assista, sourire aux lèvres et poitrine gonflée d'une fierté indicible. Elle connaissait chaque instant de son parcours, de ses triomphes comme de ses doutes, et la voir s'exprimer avec assurance devant un public de spécialistes était la dernière pierre posée sur cette cathédrale qu'ils avaient construite ensemble. À la fin de la présentation, tandis que l'applaudimètre s'affolait, elle esquissa un pas en avant, prête à rejoindre son fils. Mais il leva la main l'appelant à le rejoindre sur scène. Sous les projecteurs, face à quelques centaines de visages admiratifs, Raphaël prononça un discours spontané. « Voici celle dont la force a forgé ma passion pour la médecine. Ma mère, mon modèle, ma boussole. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle gravissait les marches, applaudie avec ferveur. Ce moment, pensé comme l'apothéose de leur parcours, ne fut pourtant qu'une transition. De retour à la maison, un nouveau chapitre s'ouvrit pour chacun d'eux. Raphaël entama ses premières gardes à l'hôpital universitaire de Paris, découvrant la réalité brutale des services d'urgence, tandis que Nadia, quant à elle, accepta la promotion tant attendue au département de formation des infirmières. Son rôle de mentor la transporta dans un univers nouveau.
amener chaque jeune recrue à puiser dans ses propres ressources, à dépasser ses peurs et à trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. À présent, elle enseignait à celle qui, naguère, l'avait jugée et rejetée. Chaque fois qu'une étudiante partageait une difficulté, Naoudia retrouvait le reflet de sa propre jeunesse, de ses nuits d'inquiétude et de tous les sacrifices consentis. Elle comprenait mieux que quiconque le prix à payer pour réussir sans filet. Les succès professionnels affluèrent. Des articles publiés dans des revues spécialisées, des invitations à des conférences internationales et même la mise en place d'un programme de bourses internes pour soutenir les infirmières mères célibataires. Le lycée de Raphaël avait inauguré la bourse Naoudia Vernet, mais désormais, c'était elle qui finançait des études grâce aux partenariats créés entre l'hôpital et les fondations locales. Au même moment, sa vie personnelle s'épanouissait. Elle fréquenta un groupe de randonnée en périphérie lyonnaise, où elle rencontra Xavier, un architecte passionné d'urbex et de montagne. Leur première conversation, sous la voûte d'un vieux pont de pierre, porta sur l'histoire des lieux et la façon dont l'architecture porte l'âme d'une cité. Xavier fut impressionné par sa résilience, et Naoudia, charmée par son regard attentif et sa capacité à écouter sans juger. Peu à peu, une complicité se tissa. Ils partageaient des déjeuners improvisés avant ses gardes, des promenades au parc de la Tête d'Or et des soirées de détente où Xavier écoutait patiemment les anecdotes maternelles autour des exploits de Raphaël. Pour la première fois depuis des décennies, Naoudia envisageait un avenir partagé, sans pour autant oublier le socle familial qu'elle avait bâti seule. Pendant ce temps, Raphaël affrontait les épreuves de son internat. Gardes épuisantes, cas médicaux, délicats et la responsabilité de sauver des vies. À chaque fois qu'il doutait, un appel à sa mère lui redonnait le courage nécessaire. Il lui confia un jour « Maman, les urgences, c'est un peu comme ta vie. Imprévisible, parfois brutale, mais chaque réussite allège le poids de l'échec. » Naoudia sourit, reconnaissant que leur histoire commune leur avait enseigné la même leçon, transformer les obstacles en tremplin. Les mois se muèrent en années, leur relation évolua vers une belle complicité d'adultes. Raphaël, désormais résidant en pneumologie, invita sa mère à participer à des congrès en duo, célébrant le parcours maternel qui avait inspiré sa vocation. Xavier, quant à lui, conçut pour Naoudia un petit jardin méditatif derrière, la maison, un espace de paix avec des plantes odorantes et un banc de pierre gravé de mots choisis, courage et espoir. Un samedi matin d'automne, alors que les feuilles jaunissaient dans le jardin, Naoudia retrouva sa mère biologique, Françoise Vernet, lors d'un déjeuner organisé par un organisme de réconciliation familiale. Les discussions furent prudentes, mais cette fois, la blessure était cicatrisée et la colère n'avait plus la même force. Marianne, la sœur cadette, s'était installée à Lyon et s'était rapprochée d'elle, reconnaissant la valeur des liens familiaux malgré les failles du passé. Le retour de Quentin, le père de Raphaël, resta discret. Quelques lettres échangées, une photo de sa nouvelle petite-fille née d'un second mariage, puis un silence respectueux. Naoudia comprit que certaines relations ne retrouvent jamais leur éclat, mais qu'on peut choisir de laisser le passé derrière soi tout en préservant la dignité de chacun. Les années passant, Raphaël devint un pneumologue réputé. Il multiplia les publications sur les traitements innovants de l'asthme infantile et lança une campagne de sensibilisation dans les quartiers défavorisés de Paris, rendant hommage à sa propre histoire. Naoudia, de son côté, était invitée à parler dans des écoles d'infirmières du monde entier, son témoignage servant de cas d'école sur la résilience et le leadership féminin. Le jour où Raphaël épousa sa petite amie de longue date, Léa, physicienne en biophotonique, Naoudia entra dans l'église sous un arc de fleurs blanches, les yeux baignés de larmes de joie. La cérémonie fut un ballet d'émotions. La belle-mère rayonnante, le fils désormais adulte, promesse de guérison pour des dizaines de malades et la famille reconstituée, soudée par des épreuves partagées. Leur maison résonnait de
Rire d'enfant lorsque Raphaël et Léa baptisèrent leur premier bébé, une fille à la chevelure brune et aux yeux curieux. Nadia, désormais grand-mère, se retrouva propulsée dans un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé, celle d'une aïeule célébrant la continuité d'une lignée bâtie sur l'amour et le courage. Lors de la réception qui suivit, Raphaël prit la parole. « Grand-mère, maman, tante, amis, vous êtes tous ici parce qu'une nuit de pluie, une jeune femme a choisi de porter son enfant malgré tout. Vous êtes la preuve vivante que le choix de l'espoir peut changer le cours d'une vie, d'une famille, d'un monde. » Le silence ému qui suivit fut ponctué de larmes et d'applaudissements, la plus belle consécration pour Nadia. Alors que les générations se succédaient autour d'elle, Marianne, père de 3 enfants, Quentin, observant en retrait avec pudeur, Xavier, devenu compagnon fidèle, Nadia comprit que les blessures du passé n'étaient plus que des cicatrices, empreintes indélébiles, mais désormais silencieuses. Elle avait appris que la famille ne se limite pas aux liens du sang, mais se bâtit dans la fidélité aux promesses et dans la constance de l'amour. Plus tard, lorsque son temps professionnel se fit moins intense, Nadia créa une fondation en son nom dédiée au soutien des mères célibataires étudiant dans le secteur médical. Chaque année, des bourses étaient attribuées, des logements rares offerts, et surtout un réseau de mentorat assuré par d'anciennes bénéficiaires. Son histoire, autrefois marquée par l'exil familial et la précarité, se transformait ainsi en une force collective, offrant à d'autres le privilège qu'elle n'avait pas eu, l'espoir d'un avenir différent. À l'aube de ses 60 ans, Nadia se tenait sur la terrasse de sa maison transformée en petit havre de paix. La silhouette de Lyon se découpait à l'horizon, symbole de cette ville qu'il avait accueillie et propulsée. Ses mains, ornées de rides, témoignant des innombrables veilles et câlins, caressaient la tête de sa petite fille endormie sur ses genoux. Elle repensa à la promesse murmurée un soir de pluie. « Nous sommes peut-être seuls, mais je te donnerai tout ce que je n'ai jamais eu. » Elle avait tenu parole. Non seulement elle avait offert tout ce qu'elle possédait, mais elle l'avait fait fructifier en amour, en réussite, en solidarité. Le vent d'automne souffla doucement, balayant les souvenirs et caressant les pétales des rosiers. Nadia ferma les yeux, laissant la paix l'envahir. Derrière elle, sur la table basse, le bocal étiqueté « Avenir » reposait toujours, témoignage de son combat initial. Elle l'ouvrit pour la première fois depuis des années, découvrant quelques pièces de collection qu'elle avait oubliées, symbole d'un passé révolu. À l'intérieur de son cœur, il n'y avait plus de manque, plus de désir de reconnaissance. Il n'y avait que la certitude d'avoir vécu pleinement, d'avoir transformé chaque larme en semence d'espoir. Et tandis que le soleil se levait sur la ville, Nadia inspira profondément, prête à accueillir la suite, non plus comme une survivante, mais comme une femme comblée, entourée de l'amour qu'elle avait semé et qui aujourd'hui fleurissait à l'infini.